Donc nous, Guylain et moi, on représente l'entreprise Vertuo, qui est notre société. On est une petite équipe de 7 personnes basée entre Nantes et Grenoble et on accompagne les entreprises dans tous leurs sujets déchets. Notre métier principal, c'est le conseil opérationnel aux entreprises, aux industriels, sur comment être en conformité avec la réglementation qui évolue assez vite, comment maîtriser son budget déchets qui évolue aussi assez vite, et comment diminuer son impact environnemental en mettant en place des organisations optimisées suivant les déchets qui sont générés sur les sites, etc. On a aussi développé depuis quelques années un outil de pilotage qui s'appelle Waste Pilot. Et cet outil permet donc aux équipes terrain de gérer leurs poubelles au quotidien, donc de commander l'enlèvement d'une benne quand elle est pleine, que le site ait plusieurs ou un unique prestataire, tout se fait via cette plateforme. Et il permet aussi aux directions de suivre les indicateurs de performance financière, environnementale, pour voir quel est le taux de valorisation du site, combien est-ce qu'on a payé par rapport à des objectifs qu'on peut se fixer. Mince, je vais dans le mauvais sens, pardon, décidément. On fait aussi de la gestion déléguée, donc ça veut dire qu'on se positionne, nous, Vertuo, comme interlocuteur unique entre le producteur de déchets, l'industriel, et le prestataire de collecte et de traitement pour gérer toute la relation entre le producteur et le prestataire. Et de manière un petit peu plus anecdotique, on fait aussi des bilans carbone, surtout autour des organisations de déchets qu'on propose pour être sûr qu'elles aient un intérêt environnemental, mais aussi des bilans carbone globaux pour nos clients. Voilà. Et ça représente une petite partie de notre activité. Pour compléter la présentation de Vertuo, donc là on vous a mis quelques noms d'entreprises pour lesquelles on a travaillé ou on travaille toujours. Donc on travaille pas mal dans le secteur de la distribution et du retail, qui sont des entreprises qui ont la particularité d'avoir de nombreux sites en France. Et du coup, chaque site pris à part n'a pas forcément un enjeu déchets énorme, mais quand il y a 150 ou 200 agences ou magasins sur tout le territoire, ça devient un enjeu important pour la société. On travaille pas mal aussi dans la logistique et dans l'industrie, donc l'industrie de tout type, l'industrie lourde, l'industrie agroalimentaire, un petit peu la pharmacie, les laboratoires, etc. Et vous l'aurez compris peut-être, on s'appelle Vertuo et c'est pas pour rien. Dans les déchets, on a la chance de pouvoir optimiser tous les indicateurs à la fois. Donc quand on veut diminuer son impact environnemental, on paye moins cher et vice-versa. Donc pourquoi s'en priver ? Donc notre objectif quand on accompagne nos clients, c'est vraiment de les mettre en conformité avec la réglementation, de les accompagner à réduire leur impact environnementaux, d'optimiser leur budget déchets, tout en mettant en place des solutions qui visent à l'excellence opérationnelle et qui ne soient pas trop lourdes non plus pour les sites. Et on est toujours très proche de la réalité terrain pour ne pas non plus mettre en place des usines à gaz sur les sites de nos clients. Voilà, ça c'était pour Vertuo. Maintenant, quelques petits points sur l'histoire des déchets avant d'en venir aux déchets vraiment spécifiques des laboratoires. Donc le déchet, c'est un phénomène assez moderne, on va dire, qui est lié à la conjoncture de plusieurs éléments. D'abord, la démographie. On était seulement 1 milliard en 1820-1830 et en 2050, on sera pas loin de 10 milliards. Donc voilà, on a fait x10 en à peu près 200 ans. Donc on imagine bien l'impact qu'on a sur les ressources et sur notre planète. Notre mode de vie, donc la croissance depuis l'après-guerre, toujours plus de production à des coûts moins bas, donc consommation de masse, et la naissance de la parachimie et du coup de la production de produits dérivés du pétrole, souvent à usage unique, qui ont beaucoup impacté la typologie de déchets qu'on génère, qui étaient avant des matières premières, des chutes de terre, de pierre, de verre, etc., ou des boues, et qui sont devenus des dérivés du pétrole et du coup qui se traitent de manière très différente. Donc on comprend bien qu'il y a un gros enjeu de ressources autour de ces sujets déchets. En 1950, on produisait environ 2 millions de tonnes de produits en plastique. En 2025, on est à 360 millions. Et en 2060, on aura multiplié ce chiffre par 3. Donc c'est assez exponentiel. Tout à l'heure, Bastien l'a très bien expliqué avec les limites planétaires, donc je ne vais pas y passer trop longtemps, mais c'est le même message.
On utilise aujourd'hui déjà l'équivalent de 1,8 planètes chaque année en termes d'extraction de ressources. En 2050, ça sera sans doute plus 3 planètes. Donc on comprend aussi que les déchets, les voir comme des ressources et préserver nos ressources, c'est un enjeu d'actualité de plus en plus important. Ensuite, l'industrie du déchet, donc il y a la réglementation autour de la gestion des déchets s'est construite graduellement au cours des 50 dernières années. Ça a démarré en 1975 avec la réglementation ICPE, qui doit tous vous parler, les installations classées pour la protection de l'environnement, qui a commencé à régir les obligations pour les transports de déchets, les stockages de déchets, etc. Et ensuite, seulement dans les années 1990, est apparue la notion de déchets ultimes. Donc il y a eu les premiers textes de loi qui ont obligé les entreprises générant une certaine quantité de déchets à mettre à part et faire collecter, valoriser leurs déchets. Donc ça a commencé à mettre un certain cadre et ça s'est accéléré à partir de 2015 avec la loi pour la croissance verte, avec un texte qui vous parle peut-être, le décret 5 flux, qui a obligé les entreprises générant plus de 1100 litres de déchets par semaine, donc d'une certaine taille, à trier et faire valoriser 5 flux de déchets, les papiers cartons, les plastiques, les métaux, le bois et le verre. Et ensuite, quelques années plus tard, il y a eu 2 flux qui se sont ajoutés, le plâtre et les matières, le mot m'échappe, minérales. Et ensuite... Textile. Comment ? Textile. Non, ça vient après. Ah, Ensuite, il y a eu les biodéchets et cette année, les textiles. Du coup, on en est plutôt au décret 9 flux. Voilà. Mais tout ça montre que petit à petit, on est allé vers plutôt une vision qui s'occupe de l'amont et pas seulement de l'aval, qui oblige les producteurs de déchets à trier les déchets pour les confier à des prestataires qui les recyclent ou en tout cas en font quelque chose de mieux que de les mettre dans un trou. Donc il y a eu une organisation graduelle de tout ce qui est tri, collecte, valorisation et une réelle industrialisation de la gestion des déchets. Donc aujourd'hui, le secteur des déchets représente 20 milliards de chiffre d'affaires en France, qui est essentiellement utilisé pour le tri, la collecte et le traitement. Aujourd'hui, encore assez peu pour la prévention, le réemploi, toutes ces choses-là. Mais c'est en train d'évoluer parce que de plus en plus, on se rend compte que l'avenir n'est pas forcément à comment je gère mon déchet, mais comment je diminue la quantité de déchets que je génère. Donc il y a de plus en plus de choses qui se font autour du réemploi et de la prévention des déchets. Donc la réglementation a évolué, le petit graphe en haut à droite reprend les éléments que j'ai déjà mentionnés, mais il y a aussi eu une évolution réglementaire autour du traitement des déchets, une forte réduction des capacités d'enfouissement en France ces 5 dernières années, qui a contraint un peu la gestion de ce qu'on appelle le DIB, c'est à moi d'utiliser des acronymes maintenant, les déchets industriels banals, donc les déchets ultimes qui ne sont pas valorisés. Et adossé à ça, il y a eu une hausse des taxes sur ces déchets-là, donc la TGAP, qui a pour objectif de dissuader les entreprises de mettre toutes les matières qui sont valorisables dans le déchet industriel banal qui va finir enfoui ou incinéré. Donc le coût de la gestion des déchets ultimes a augmenté énormément ces dernières années. Il y a aussi de plus en plus de pénalités en cas de présence de matières valorisables dans les déchets ultimes, ou l'inverse, de déchets ultimes dans les matières valorisables. Tout ça, encore une fois, pour inciter les industriels, les entreprises, à bien trier leurs déchets et à s'assurer que le maximum de matières qui peuvent être valorisées le soient. Donc, ce contexte à la fois réglementaire et financier impose, ou en tout cas encourage, les évolutions qui ont lieu aujourd'hui chez les industriels, les entreprises, de vraiment prendre ce sujet qui, pendant des années, n'était pas vraiment regardé de près et de s'en préoccuper. Et voilà, c'était pas le bon. C'est bon ? Voilà, donc le zéro déchet. Donc on voit encore aujourd'hui beaucoup de rapports environnementaux de sociétés qui annoncent 95-100%
de valorisation de leurs déchets. Et quand on regarde de plus près, en fait, on se rend compte que 70% de tout ça, c'est de l'incinération. Et il ne faut pas confondre zéro enfouissement avec zéro déchet. L'incinération, donc ça permet de récupérer de l'énergie, mais ça reste loin d'être vertueux, puisque pour une usine d'incinération, c'est avant tout construit pour éliminer du déchet et pas pour produire de l'énergie. Donc les rendements sont pas très bons. L'incinération, ça reste polluant. Une tonne de déchets incinérés, c'est à peu près une tonne de CO2 émis. Et puis l'incinération, ça demande aussi de l'énergie. Depuis quelques années, on trie maintenant chez nous tous les emballages. Donc ça réduit le PCI, donc le pouvoir calorifique, ce qui fait qu'on est souvent obligé de rajouter du combustible pour brûler les déchets. Et puis surtout, l'incinération, ça ne participe pas à faire baisser la quantité totale de déchets produits. Alors le recyclage, c'est pas non plus une solution, puisque le recyclage, ça consomme de la ressource, autant c'est procédé. Pour recycler du papier, il faut de l'eau, il faut de l'énergie, et puis ces matières ne sont pas recyclables non plus à l'infini. Alors c'est vrai que ça limite l'apport de matières vierges, mais on sait que, par exemple pour les bouteilles de PET, il faut toujours une part importante de matières vierges pour produire ces bouteilles. Et encore une fois, ça n'a pas d'impact sur la réduction à la source des déchets. Donc en fait, on commence à devenir performant quand on attaque les étapes de réemploi, de réutilisation, et encore mieux, de réduction à la source. Voilà, donc l'économie circulaire, donc comment ça fonctionne? Donc l'économie circulaire, ça s'oppose au modèle économique traditionnel d'économie linéaire qui est ancré dans le monde entier et qui globalement consiste à extraire des matières premières, produire, vendre à des consommateurs qui vont utiliser les produits jusqu'à ne plus en avoir l'utilité et s'en débarrasser en tant que déchets. Donc dans l'économie circulaire, l'objectif, c'est de maintenir la valeur des produits le plus longtemps possible, en les réparant, en les réutilisant, en les restaurant, en les recyclant. Voilà. Donc, ensuite, on parle souvent dans l'industrie de produits intentionnels, de produits non intentionnels. Donc les produits intentionnels, c'est par exemple quand on évite de fabriquer des stylos. Et donc pour ça, l'entreprise, elle met toute son énergie pour être sûre que, pour s'assurer en fait de la conformité du produit, et donc va mettre en place tout ce qu'il faut tout au long du process pour s'assurer que le produit correspond bien au cahier des charges, dans les coûts souhaités, etc. Au niveau de la conception, des ressources humaines, de la formation, il y a une comptabilité analytique qui se met en place. Et tout ça, en fait, c'est pas du tout prévu, ou très peu, sur toute la partie produits non intentionnels, donc tout ce qui va être rejet, déchets, etc., qui vont être générés tout au long de la production, où on va avoir du gaspillage. Et souvent, on ne se rend pas vraiment compte du coût que ça représente, puisqu'on voit éventuellement le coût sur la facture du prestataire déchets. Mais tout ce qui est gaspillé, en fait, a également généré des coûts en amont sur des produits qu'on a achetés en trop, qu'on a transportés, qu'on a produits, etc., etc. Donc l'idée, en fait, c'est d'appliquer la même méthode aux produits intentionnels qu'aux produits non intentionnels. Bon, alors comment on fait pour tendre vers le zéro déchet? Alors tout d'abord, il faut récupérer un peu pour reprendre la main un peu sur toute l'information, toutes les stades. Donc dans un premier temps, peut-être aller regarder dans sa benne en mélange, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qu'on pourrait en amont supprimer. Ça peut être des emballages réutilisables ou des choses comme ça. Ça peut être plutôt en intégrant systématiquement cet objectif à la conception de tout nouveau produit, en mettant autour de la table la R&D, les services marketing, production, etc. Et enfin, une fois que c'est dans le process, comment on fait? C'est de regarder donc, ce qui reste encore dans sa benne déchets, et à ce niveau-là, identifier à quel moment ces déchets sont produits, comment on arrive à les isoler s'ils peuvent derrière avoir une valeur, comment on les conditionne, à quelle filière de valorisation on peut les céder. Et enfin, il reste toujours du déchet ultime. Ce déchet ultime, on va regarder ce qu'on peut en faire de mieux. Ça peut être du CSR, ça peut être de l'incinération, en dernier cas, de l'enfouissement. Alors, donc les enjeux, je pense que vous les connaissez, c'est globalement, c'est ce que disait Suzy en introduction, c'est de réduire son impact, c'est de réduire ses coûts,
c'est également de se mettre en conformité avec la réglementation, et puis de répondre aux attentes des parties prenantes, qui peuvent être les banques, les assurances, les actionnaires, les clients, qui sont de plus en plus exigeants là-dessus. Voilà, donc, pourquoi on constate en général chez nos clients que les déchets sont peu optimisés? C'est que ça demande des expertises multiples, ça demande des expertises au niveau achat, pour négocier avec les prestataires, etc., qui sont généralement présentes au niveau des sièges, des directions centrales, des expertises métiers et aussi de terrain, puisque nous, on se rend compte quand on va chez deux sites de nos clients qui ont les mêmes productions de déchets, en fonction de leurs contraintes techniques, logistiques, on ne va pas forcément mettre en place les mêmes solutions. Et puis d'expertises déchets qui sont rarement présentes. Il y a rarement un expert déchets dans l'entreprise. Et puis derrière, souvent, ceux qui font le conseil vont être des prestataires qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que les vôtres. C'est-à-dire que les prestataires vont vous dire, voilà, pour vos déchets, on va mettre un compacteur, donc c'est un matériel qui vaut 30 000 €, donc du coup, on va signer un contrat de 5 ans. Au sein de ce contrat, il y a des tarifs qui sont plus ou moins fixes et souvent très variables. Et puis derrière, eux vont se rémunérer sur la location de matériel, mais aussi sur du transport, donc pas forcément avoir intérêt à réduire le nombre de collectes. Et puis, si ça peut être valorisé chez eux après tri, c'est toujours plus intéressant que de racheter de la matière qui va être vendue directement après. Voilà. Donc nous, on considère que l'avenir des entreprises, c'est le zéro déchet. L'avenir des prestataires, ça reste traiter du déchet, donc ce n'est pas forcément les meilleurs conseillers. Alors comment on tend vers le zéro déchet en synthèse? Globalement, des leviers organisationnels, donc comment on va limiter ce qui va générer du déchet ultime, comment on va organiser tout au long du process la séparation des matières valorisables sans incidence sur la productivité, et derrière comment on fiabilise le process d'engagement de dépenses, le rachat des matières valorisables, qui là aussi c'est important de savoir quand on expédie des matières, est-ce que derrière on se souvient les documents qui permettent de les racheter, etc. Et puis enfin, on a également des leviers techniques, donc quels sont les matériels qui sont les plus adaptés aux déchets, aux contraintes et aux filières de valorisation pour pouvoir les revendre au mieux. Comment on réduit ces rotations, comment on fiabilise aussi ces tonnages. Et enfin des leviers achats, donc là c'est de connaître les prix des locations, des traitements, des transports, des cours des matières premières secondaires qui évoluent aussi beaucoup, donc c'est assez technique. Et puis comment on gagne aussi en indépendance vis-à-vis des prestataires pour éviter de partir sur des contrats longs. Ça c'est plutôt un volet achat, mais qui est important quand on veut sécuriser un petit peu son budget. Maintenant, on va faire un petit zoom sur les déchets qui vous concernent le plus dans vos laboratoires. Alors, ce n'est pas forcément une liste exhaustive, mais voilà, je pense que ça va vous parler dans l'ensemble. Donc déjà, les dasseries. Vous n'êtes pas sans savoir que les dasseries, ça coûte cher. La plupart d'entre vous en produisent probablement pas mal. Donc c'est un vrai sujet pour les laboratoires. Et la première difficulté pour les dasseries, c'est savoir qu'est-ce qui doit aller dans ma poubelle de dasserie et qu'est-ce que je peux mettre dans ma poubelle de DIB, ma poubelle de tout venant. Et dans vos activités, c'est une question particulièrement importante parce que suivant vos processus vraiment propres au laboratoire, les boîtes de pétri, si elles sont positives, négatives, les bouillons de culture et les matériels de laboratoire, incubés, non incubés, voilà, il y a des choses qui doivent aller dans le dasserie, d'autres choses qui ne sont pas nécessaires de mettre dans la filière dasserie. Donc c'est vraiment des questions qu'il faut se poser dans vos activités pour réduire au maximum le volume des dasseries. On en a parlé avec plusieurs d'entre vous à midi et hier soir. Ce que j'ai vu dans pas mal de laboratoires que j'ai pu visiter, c'est quand même des poubelles de dasserie où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas censées être dans la poubelle de dasserie, souvent des emballages qui prennent beaucoup de place et qui du coup remplissent la poubelle sans poids. Et donc ce sont des poubelles à moitié vides qui vont circuler, qui vont coûter 800 000 € la tonne ensuite en traitement. Donc voilà, tous ces emballages, bien vérifier qu'ils ne se retrouvent pas dans la poubelle de dasserie, que les boîtes de pétri négatives ne s'y retrouvent pas non plus, les bouillons matériels non incubés, si c'est possible d'avoir la traçabilité dans votre laboratoire, voilà, essayez d'évacuer tout ce qui n'est pas nécessaire de mettre dans la poubelle de dasserie pour en limiter la quantité. Ça, c'est la première chose.
Et ensuite, il y a le sujet des contenants. Le contenant le plus typique pour la gestion des dasseries, c'est le contenant en plastique que vous devez tous connaître. Il existe aussi des contenants en carton qui coûtent beaucoup moins cher. Du coup, voilà, suivant la typologie de dasserie que vous générez, la quantité, donc peut-être que ça dépend des zones des laboratoires, des paillasses, des postes. Quand il y a énormément de liquide, c'est peut-être plus compliqué d'utiliser un carton, mais il y a beaucoup de dasseries en fait, qu'on peut quand même collecter dans les cartons, et ça représente un levier de gains financiers assez important. Et mine de rien, environnementalement parlant, au passage, c'est quand même mieux, parce que ça, c'est les premiers là sont en plastique, ils sont assez épais, donc c'est toutes ces ressources pétrolières qui sont extraites et utilisées à usage unique, parce qu'ensuite directement jetées dans l'incinérateur. Donc voilà, quand c'est possible de changer le contenant, c'est un bon levier d'optimisation. Et il existe aussi d'autres solutions qui sont vraiment propres aux dasseries, donc pour banaliser les dasseries et permettre d'enlever ce risque infectieux et du coup de faire passer le dasserie à un statut de déchet ultime, donc de DIB, qui sera collecté et traité beaucoup moins cher. On a un facteur pas loin de 10. Donc on aura un petit témoignage tout à l'heure de Noëlla de l'Avexia sur les solutions de ce type qui existent, qui représentent un investissement initial important, mais voilà, qui peuvent être quand même intéressants pour des sites qui produisent beaucoup de dasseries. Et il y a aussi une autre petite parenthèse, mais il y a aussi une autre typologie donc ça c'est un peu dans vraiment la réglementation déchets, une autre typologie qui s'appelle le SPA2. Donc SPA, c'est sous-produits animaux de classe 2. Et dans vos métiers, il y a certains bouillons, certains de vos déchets qui peuvent être classifiés en SPA2 et qui sont incinérés, mais donc la fin de vie est la même en termes d'impact environnemental, c'est pareil qu'un dasserie, mais ça coûte beaucoup moins cher. Donc, suivant les zones géographiques, il peut y avoir des exutoires de ce type, voilà, qui peuvent aussi représenter un axe d'optimisation intéressant. Ensuite, les biodéchets, j'imagine que ça concerne aussi beaucoup d'entre vous, parce que c'est le reste de vos échantillons clients que vous analysez. C'est une obligation réglementaire pour vous, pour tout le monde d'ailleurs, de trier pour valorisation ces typologies de déchets. La difficulté, donc on peut en faire du compost, de la méthanisation. La difficulté qui peut se présenter pour vous, c'est éventuellement les emballages de ces échantillons clients. Donc les emballages type film plastique, en général, suivant les exutoires, ça peut être accepté parce qu'ils ont des déchiqueteurs qui permettent d'enlever ces films plastiques. Par contre, tout ce qui est bocaux en verre, en grès, ça pose plus de problèmes aux exutoires. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, vous avez déjà peut-être entendu ça auprès de vos prestataires, mais voilà, là, il peut y avoir une question de est-ce que je mets quelqu'un à vider à la cuillère mes pots en verre ou en grès pour pouvoir valoriser mes biodéchets correctement et mes emballages à part. Je pense que Guillaume de Microcept pourra nous en parler tout à l'heure. Et il pourra aussi nous parler de solutions alternatives qui existent, qui sont propres à chacun, suivant les autres entreprises qui sont autour, mais dont de ces déchets pour d'autres activités. On entendra son témoignage tout à l'heure. Ensuite, on a les plastiques. Donc les plastiques, il y a les plastiques que j'ai envie d'appeler classiques, qui sont les emballages, les films plastiques transparents que vous générez peut-être, mais pas forcément en très grande quantité. Mais pour vous, il y a surtout les emballages plastiques liés à votre matériel de laboratoire, donc là plus spécifique à vos activités. C'est plus compliqué parce qu'ils sont souvent faits avec des résines variées, du polyéthylène, du polypropylène, du polystyrène, etc. Des fois mélangés en plus, ce qui n'aide pas. Donc techniquement, en fait, la plupart de ces plastiques sont recyclables. Il existe des solutions pour les recycler. Après, la mise en œuvre est plus compliquée parce que les repreneurs les reprennent que quand il y en a de grandes quantités, de la même matière, avec la même qualité, et qu'ils soient triés à la source. Donc ça devient déjà un petit peu plus compliqué d'imaginer d'avoir sous chaque paillasse 5 poubelles pour chaque résine de plastique qu'il faut stocker en plus parce qu'on ne peut pas envoyer un petit sac comme ça à droite à gauche. Donc voilà, la mise en œuvre est compliquée. Donc ça, c'est un peu du cas par cas, suivant ce qui est généré sur les différents sites et suivant les prestataires qui peuvent se trouver à proximité pour récupérer ces matières.
Il existe aussi des initiatives, vous en avez peut-être dans vos laboratoires, ça peut être intéressant de les partager tout à l'heure, sur comment réduire ces plastiques. Vous avez pas mal de plastiques à usage unique, donc est-ce que vous avez mis en place des choses dans vos laboratoires pour éviter de jeter tous ces plastiques à usage unique? Il y a les cuillères de prélèvement dont Noëlla nous parlera tout à l'heure, éventuellement des sachets avec plusieurs éléments à l'intérieur plutôt que des emballages uniques pour chaque item que vous utilisez. Voilà, il y a certaines choses qui peuvent être mises en place. Il y a aussi des contraintes réglementaires assez spécifiques à vos activités qui peuvent être un frein à la mise en place de ces solutions. Mais voilà, on pourra en rediscuter lors de la table ronde dans quelques instants. Ensuite, on a le carton. Le carton, c'est important parce que c'est vraiment un des flux de déchets qui est une ressource et qui a de la valeur. Le carton, ça se vend, ça se rachète, suivant de quel côté on se place. Mais vous, producteurs de déchets, vous devriez revendre votre carton au prestataire qui le collecte. Donc bien sûr, il y a des cours, des matières, ça ne se rachète pas tout le temps très cher, mais quand le cours est bon, c'est quand même intéressant de trier correctement ces cartons pour pouvoir les revendre aux prestataires. Ça se recycle très bien, et en plus pour vous, c'est un gain financier. Suivant la quantité de carton généré par vos entreprises et suivant la place que vous avez, parce que souvent c'est un gros frein à la mise en place des solutions les plus pertinentes. Est-ce que j'ai la place pour mettre une presse à balles? Oui, non, parce que forcément ça nécessite un petit peu d'emprise au sol, un compacteur éventuellement, sinon des bennes ou des bacs, mais c'est souvent un peu moins optimisé. Et le carton, le mieux il est compacté, mis en balle éventuellement, le plus il est racheté à des tarifs intéressants. Donc voilà, il y a pas mal de solutions et c'est à nouveau un peu du cas par cas. C'est aussi notre métier. On disait au début, on fait du conseil sur mesure parce que suivant les sites, suivant les quantités, suivant les contraintes de localisation et d'espace, il y a des solutions qui sont adaptées. Voilà pour le carton. Et pour finir, le DIB, donc le déchet industriel banal, c'est celui qu'on veut réduire au maximum, c'est celui qui coûte de plus en plus cher. Donc avec les obligations de tri à la source, a priori, il devrait y en avoir de moins en moins. Mais il en reste toujours. Donc là aussi, suivant les sites, suivant les contraintes, suivant les quantités, il y a des solutions pour essayer d'optimiser les coûts liés à ce déchet. Parce que vous l'aurez compris, non seulement les taxes sur ce déchet sont en hausse, mais aussi les coûts de transport et de traitement, donc ça devient assez prohibitif. Et en plus, il y a de plus en plus d'obligations sur ce déchet, donc de le caractériser pour vérifier tous les ans que dans la benne de DIB d'une entreprise, il ne reste pas de matière valorisable, parce qu'aujourd'hui, c'est interdit d'envoyer des bennes de DIB en enfouissement ou en incinérateur qui contiennent du déchet valorisable à l'intérieur. Donc voilà, il y a vraiment ces dernières années de plus en plus d'incitations, de réglementations autour de ce déchet-là pour en limiter la quantité et pour éviter d'envoyer du déchet recyclable dans ces exutoires. Voilà, ça c'était un petit tour d'horizon des déchets qui sans doute vous concernent le plus. Maintenant, je pense qu'on peut poursuivre un peu plus en détail sur ça avec les témoignages de Guillaume et Noëlla autour des solutions qu'ils ont mis en place dans leur laboratoire et qui peuvent peut-être en inspirer certains. Du coup, Noëlla, peut-être je te passe la parole pour nous expliquer ce que tu as mis en place pour la gestion des dasseries sur ton site. Donc nous, on a mis en place un système de traitement de nos dasseries du coup directement sur site au laboratoire. C'est un broyeur stérilisateur en fait, c'est un autoclave avec un système qui permet de broyer les déchets. Et après traitement, tout ce qui est liquide part en eau usée et tout ce qui est solide est récupéré et donc passe en DIB. Donc on classe du coup différemment au final nos déchets. Donc, tout est traité sur place. Et une petite question que j'imagine certains se posent et qu'on m'a posée aussi en termes de ROI, parce que c'est un investissement quand même assez lourd, c'est matériel, et du coup c'est souvent un frein à la prise de décision sur est-ce qu'on met en place ou pas. Et quel est votre retour d'expérience à la Bexia là-dessus ? Oui, donc nous on avait un coût assez important parce qu'on génère quand même pas mal de dasseries.
Donc on était sur 3 ans de retour sur investissement du coup pour installer ce type d'appareil. Bon, donc voilà, ça apporte sans doute des éléments de réponse à certains d'entre vous qui s'interrogent. Et pour poursuivre peut-être sur le sujet, les éléments que l'Avexia a mis en place, il me semble que vous avez mis en place des choses pour réduire vos plastiques à usage unique. Oui, on a depuis un certain nombre d'années maintenant, donc je suis arrivée en 2022 à l'Avexia et déjà avant que j'arrive, tout ce qui est cuillère de prélèvement a été remplacé du coup par des couverts inox comme on peut avoir chez nous. Donc on travaille avec des cuillères ou fourchettes et des scalpels en parallèle voilà, aussi qu'on utilise et qu'on stérilise au fur et à mesure. Et donc ces cuillères, en fait, on les nettoie et on les re-stérilise pour les remettre du coup au sein du laboratoire. Et donc on a un circuit, une boucle au final d'utilisation de ces équipements. Et en termes de process, c'est plus compliqué ou finalement ça s'est absorbé dans le flux naturellement? Alors on a un service du coup dédié pour tout ce qui est préparation de milieu et donc nettoyage et stérilisation de ce petit matériel. Donc on a 3 personnes qui travaillent à temps plein du coup chaque semaine sur cette activité. Donc oui, forcément c'est un temps de traitement supplémentaire, mais voilà, au final nous, tout à l'heure je faisais rapidement, on est à 400 000 échantillons par an quand même. Donc sachant qu'il y avait une cuillère utilisée par échantillon, ça fait quand même pas mal de déchets plastiques en moins. Guillaume, peut-être tu veux rebondir sur ce sujet avec votre retour d'expérience, peut-être un peu moins positif pour le coup. Mais alors sur les dasseries, on n'a pas commencé à travailler encore, on utilise toujours la voirie, enfin, les voies classiques de traitement des dasseries, donc c'est bien, ça va nous faire réfléchir et se poser la bonne question aussi sur ça. Nous par contre, on a travaillé plus sur le volet tri de tout ce qui est compostable en fait, pour se mettre en accord avec la réglementation qui est sortie en 2024. Donc on a depuis l'année dernière en fait créé un poste et une salle dédiée à ça qu'on avait prévu, on avait un peu anticipé dans notre extension de 2022 en fait de laboratoire où on a une personne qui maintenant tous les jours sépare tout ce qui est compostable de l'emballage plastique en fait, ou verre ou grès ou peu importe l'emballage en fait. En tout cas tout ce qui est compostable est séparé et plus rien ne va maintenant, quasiment plus rien ne va en DIB. Et tous ces aliments, en fait, tous ces restes d'analyse sont compostés tous les jours. Donc on travaille avec un prestataire local qui travaille aussi sur l'insertion de personnes en difficulté et qui nous met à disposition des bacs. Donc on vient composter en fait tous les jours dans ces bacs avec des couches d'aliments et des couches de copeaux de bois en fait. Et ces bacs sont relevés régulièrement en fonction de notre débit en fait. Donc ça nous a fait un petit peu peur au début, on s'est dit waouh, ça va être hyper lourd à mettre en place, mais en fait voilà, on a bien travaillé, on a trouvé la bonne personne aussi, je pense que ça c'est important, de trouver une personne qui a envie de faire ce genre de job, donc ça j'insiste quand même là-dessus. Donc cette personne ne fait pas que ça, je vous rassure, après-midi elle a d'autres tâches plus intéressantes et plus valorisantes aussi, donc voilà. Et puis en parallèle de ça, on a travaillé sur au départ on partait pour travailler sur le recyclage de nos cartons, et qui finalement s'est avéré plus une réutilisation de nos cartons. On a fait le tour des entreprises locales en partant du principe qu'ils avaient peut-être la même demande que nous, d'avoir besoin de recycler leurs cartons. Et au final, on a trouvé une et maintenant 2 entreprises qui souhaitent réutiliser nos cartons. Donc une qui vend de la pièce de moto en ligne, qui tous les jours expédie partout en France énormément de pièces de moto en fait, et qui a besoin de beaucoup de cartons, d'emballages plastiques pour caler les cartons, protéger les pièces. Donc voilà, toutes les semaines, en fait, nous, on met simplement de côté nos cartons et toutes les semaines, cette entreprise vient récupérer tous les cartons qui sont réutilisés derrière. Donc on ne le valorise pas financièrement, mais en tout cas, on n'a pas à gérer de prestataires autres pour le recyclage éventuel des cartons. C'est très vertueux quand même. Hein. Ça reste très vertueux et c'est très pratique pour nous aussi, parce qu'il ne faut pas oublier le côté pratique au quotidien, c'est ce que c'est. Et on a un partenariat toujours aussi avec un refuge animalier et maintenant quelques chenilles en fait, qui sont intéressés pour récupérer tout ce qui est viande crue, non traitée, non traitée en salaison, non assaisonnée, voilà, simplement des viandes crues, mais on en a pas mal. Là c'est pareil, c'est donné, ça faisait partie des dons que tu disais tout à l'heure, c'est donné en fait à un refuge animalier.
Donc voilà les choses que nous, on a mis en place à notre niveau. Alors voilà, ça reste très local et je pense qu'il y a certaines démarches qui peuvent faire peur, mais quand c'est bien amené, bien organisé, bien préparé, ça fonctionne bien. Ça fait 1 an et demi qu'on est passé sur le tri des déchets et des emballages et ça fonctionne très bien. Donc voilà. Merci Guillaume. C'était une démarche qui était plutôt qualitative au départ ou qui était économique ou les deux finalement se sont rencontrés? Les deux se sont rencontrés. Alors il y avait la direction, clairement il y avait la démarche financière derrière au niveau des taxes et nous en interne on est plusieurs personnes, alors, moi en partie mais pas que moi, assez sensible à ces sujets d'environnement, donc on essaye d'insuffler une dynamique aussi en interne et de trouver le bon compromis en fait. Voilà, pour essayer de mettre en place ce genre d'action. Et il me semble que chez Microcept, vous aviez tenté de changer vos pipettes ou quelque chose comme ça pour, oui, on a tenté des réutilisations de cônes en fait, qui sont censées être à usage unique avec du nettoyage. Bon, on n'a pas réussi à aller plus loin pour l'instant, on se heurte toujours à une norme métrologique en fait, qui nous empêche d'aller plus loin sur cette réutilisation de cônes. Voilà, on va essayer de poursuivre là-dedans, on va essayer de ne pas lâcher le morceau parce que je pense que sur les volumes à l'année, ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc voilà, on a des études et des essais en cours maintenant. On a ce cadre aussi réglementaire propre à notre activité de labo qui fait que certaines fois, on ne peut pas forcément aller pour l'instant plus loin. En fait. Oui, exactement. C'est pour ça que je trouvais que ce témoignage est quand même intéressant. Voilà, il faut pas lâcher, il y a des idées et ça va évoluer parce qu'en plus, l'histoire va dans ce sens et la réglementation, même si dans votre cadre de laboratoire est un peu plus compliqué, comme elle tend aussi à aller vers plus de réemploi, réutilisation et éviter le plastique à usage unique globalement à très mauvaise presse, donc peut-être que les choses vont évoluer.